Un organisme peut être décrit par un certain nombre de caractères. Ces caractères, qui constituent son phénotype, permettent de le définir aussi bien au niveau de son espèce qu'entre individus. Alors l'objectif de cette vidéo est de montrer que si de nombreux caractères vont être sous la dépendance de l'information génétique, ce qu'on va appeler le génotype, et bien d'autres vont être sous l'influence de l'environnement. On va prendre un exemple modèle afin de décrire les relations, les interactions complexes qu'il peut y avoir entre le génotype, l'environnement et le phénotype. Alors cet exemple qu'on va prendre en modèle est celui d'une maladie qu'on appelle la drépanocytose, qui sévit donc en Afrique équatoriale tropicale, dans tout le bassin, enfin une partie du bassin méditerranéen, ainsi qu'en Asie du Sud et du Sud-Est. Alors, la drépanocytose est une maladie dont on a entendu parler à l'occasion de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, quand au cours de l'entraînement en mai 2010, Lassana Diarra, donc qui fait partie de l'équipe de France de football, eh bien, a dû déclarer forfait suite justement aux problèmes engendrés par cette maladie. Le phénotype drépanocytaire peut être décrit à 3 niveaux différents. Voyons, avec cet exemple, eh bien, ces 3 niveaux d'analyse du phénotype drépanocytaire. Alors souvent, le premier niveau, c'est ce qu'on voit, c'est les caractères observables à l'extérieur, ce qu'on va appeler le phénotype macroscopique au niveau de l'organisme, donc c'est le phénotype clinique. Et chez les personnes qui souffrent donc de drépanocytose, eh bien, ça va se manifester par des retards de croissance, de l'anémie chronique qui vont se manifester par des fatigues, des pâleurs, des vertiges, des déficits nutritionnels, notamment vitaminiques, de très sévères douleurs au niveau des pieds, des mains, des infections pulmonaires et osseuses, ainsi que de nombreux troubles cardiovasculaires. Alors si on regarde, cette fois-ci, si on décrit le phénotype drépanocytaire au niveau microscopique, c'est-à-dire au niveau cellulaire, donc qui est un deuxième niveau d'analyse de ce phénotype, eh bien, chez les personnes qui ne souffrent pas de la maladie, eh bien, on constate que les globules rouges ont une forme ronde, biconcave. Par contre, chez les personnes qui souffrent de drépanocytose, eh bien, les hématies ont une forme en banane ou en fossile, d'où le nom également d'anémie falciforme qui est donné donc à la drépanocytose. Alors, chez les non-drépanocytaires, les hématies qui ont une forme de disque biconcave sont souples, déformables et elles peuvent circuler dans les capillaires sanguins dont le diamètre est souvent légèrement inférieur à celui des hématies. Par contre, chez les personnes qui souffrent donc de drépanocytose, eh bien, lorsque le milieu est appauvri en dioxygène, ce qui est le cas dans les petits vaisseaux, les capillaires, eh bien, les hématies vont s'incurver, prendre une forme en fossile, vont devenir très rigides, vont obstruer les capillaires, comme on le voit ici sur cette animation, et elles vont ainsi priver d'oxygène certaines régions de l'organisme en aval de cette obstruction, et c'est cette destruction des hématies qui va être responsable de l'anémie chronique, de la fièvre et des douleurs que vont ressentir les personnes au niveau des extrémités, par exemple des membres, des pieds et des mains. Alors, si on s'intéresse cette fois-ci au phénotype moléculaire, eh bien, on sait que les hématies, ou les globules rouges, sont des cellules qui sont dépourvues de noyau et qui contiennent dans leur cytoplasme un grand nombre de molécules d'hémoglobine qui vont assurer le transport du dioxygène. Vous avez vu ça en classe de seconde. Chaque hématie, il faut savoir, contient à peu près 280 millions de molécules d'hémoglobine et ça va constituer à peu près 33% de la masse de cette hématie. Alors chez l'individu non drépanocytaire, les molécules d'hémoglobine sont solubles dans l'hématie. Par contre, chez la personne qui est drépanocytaire, eh bien, lorsque les molécules d'hémoglobine sont désoxygénées, ce qui est le cas dans les petits capillaires dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, elles vont se polymériser, elles vont devenir insolubles, vont former des fibres insolubles qui vont rigidifier l'hématie et vont être responsables de sa déformation. L'hémoglobine normale d'une personne non drépanocytaire va être appelée hémoglobine A et l'hémoglobine qui a tendance à se polymériser, donc l'hémoglobine anormale d'une personne qui souffre de drépanocytose, va être appelée hémoglobine S.
Alors analysons les différences de structure entre l'hémoglobine A et l'hémoglobine. La molécule d'hémoglobine est une protéine qui est formée par l'association de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes bêta et 2 chaînes alpha. Les chaînes bêta d'une personne drépanocytaire vont différer de celles d'une personne non drépanocytaire par un seul acide aminé qui est ici entouré. Chez la personne non drépanocytaire, eh bien, on a de l'acide glutamique, tandis que chez la personne drépanocytaire, au niveau de son hémoglobine S, eh bien, l'acide glutamique va être remplacé par la valine. Et cette valine, au niveau des chaînes bêta, va avoir d'autres propriétés que l'acide glutamique, et notamment il va être un peu plus hydrophobe, et ça va avoir tendance, dans une situation où il y a très peu d'oxygène, donc dans les capillaires, à favoriser la polymérisation des molécules d'hémoglobine par leur chaîne bêta. Donc ce phénotype moléculaire particulier va engendrer un phénotype cellulaire qui est là, donc la déformation de l'hématie et qui va avoir pour conséquence le phénotype macroscopique, c'est-à-dire tous les symptômes liés à la drépanocytose. Alors, de quoi dépend ce phénotype? Eh bien, il va dépendre du génotype et notamment de l'existence pour le gène codant donc pour la chaîne bêta sur le chromosome 11, de la présence de 2 allèles qu'on va appeler allèle HbA pour l'hémoglobine normale et allèle HbS pour l'hémoglobine anormale. On voit ici donc la différence au niveau du phénotype moléculaire, l'acide glutamique chez HbA et la valine chez HbS. Au niveau du génotype, la différence entre les 2 allèles, c'est une substitution donc de A par T au niveau de l'allèle HbS. Donc au niveau du génotype, l'existence de 2 allèles différents va expliquer déjà la présence de 2 phénotypes particuliers, le non drépanocytaire et le phénotype drépanocytaire. Alors, si on s'intéresse aux relations qu'il peut y avoir entre le génotype et le phénotype, s'il y a 2 allèles, chaque individu va pouvoir avoir une combinaison particulière de ces 2 allèles. S'il possède les 2 mêmes allèles, souvenez-vous, l'un reçu du père, l'autre reçu de la mère, on va dire qu'il est homozygote. Par contre, s'il possède des allèles différents, les 2 allèles différents, on va le qualifier d'hétérozygote. Alors, si on fait notre étude au niveau cellulaire, macroscopique, on se rend compte que les individus qui sont homozygotes AA et les individus qui sont hétérozygotes AS vont présenter un phénotype normal. Ils ne vont pas être touchés particulièrement par la maladie. Ils vont avoir ce qu'on va appeler un phénotype sain. Par contre, les individus qui possèdent les 2 allèles S, eux, vont être malades et souffrir de drépanocytose. Comme chez les individus hétérozygotes qui possèdent les 2 allèles, l'allèle normal et l'allèle malade, c'est le phénotype normal qui apparaît, l'allèle A va être dominant, tandis que l'allèle S va être qualifié de récessif. On va ainsi définir une relation de dominance-récessivité entre les 2 allèles. Et donc, bien sûr, en fonction de notre génotype, donc homozygote ou hétérozygote, le phénotype va être différent, il va dépendre de ce génotype. Alors, les relations entre le génotype et le phénotype peuvent être un peu plus compliquées, peuvent ne pas seulement dépendre des allèles, mais si on considère le gène de l'hémoglobine comme un gène de structure, il peut y avoir dans l'organisme, au niveau du génotype, d'autres gènes qu'on va appeler des gènes régulateurs qui vont être à l'origine de protéines dites régulatrices qui vont en fait activer ou inactiver la transcription de ce gène de structure et donc finalement autoriser ou pas la synthèse de la protéine. Donc ces gènes régulateurs vont être un moyen de réguler l'expression aussi de certains gènes. C'est ce qu'on va appeler une expression différentielle.
Alors revenons à notre exemple donc du footballeur qui s'entraîne donc à Font-Romeu, à 1850 mètres. Eh bien, si on s'intéresse donc à la drépanocytose, en fait, la Sanadiara est un individu qui est hétérozygote, donc qui possède l'allèle A et l'allèle S. Il ne devrait donc pas, théoriquement, présenter les symptômes de la maladie. Alors c'est vrai pour le cas où on est à faible altitude, par exemple au niveau de la mer, ou inférieur à peu près à 2000 mètres. Par contre, chez ces individus hétérozygotes, quand on passe une certaine altitude, eh bien, on se rend compte que l'allèle qui était dominant devient récessif et que l'allèle qui était récessif devient dominant. On a donc une modification alors du phénotype cellulaire et macroscopique. Donc l'environnement, ici, juste à travers cet exemple, eh bien, a une influence sur le phénotype cellulaire et macroscopique. Donc en conclusion, finalement, si on s'intéresse aux interactions complexes qu'il peut y avoir entre le génotype et l'environnement dans la réalisation du phénotype, eh bien, on se rend compte que le génotype, de par la présence de deux allèles possibles que peuvent posséder une personne, deux allèles différents possibles, eh bien, on va avoir forcément un phénotype qui va dépendre de l'expression de ces deux allèles. Il faut tenir compte aussi dans le génotype de la présence de gènes régulateurs qui vont pouvoir activer ou inactiver justement ces allèles. Et enfin, dernier point, une interaction qui est très complexe, dont on a vu un exemple, eh bien l'environnement peut agir à chacun de ces niveaux, peut agir au niveau de la transcription, également activer ou inactiver la transcription d'un gène, et peut également modifier soit les phénotypes moléculaires, cellulaires ou macroscopiques.